Est-ce que tu penses que tu es le diable en personne? Non, je ne suis pas le diable, mais j'ai un bon miroir. C'est une question sérieuse. Est-ce que tu penses que tu es le diable en personne? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dirais ça? Parce que tu as tous les attributs. Tu es incroyablement intelligent. Le diable est intelligent? Et tu te souviens que le diable, c'est quelqu'un qui sait tout? Le diable me fait peur. Le diable est brillant. Tu as lu John Milton Paradise Lost? Satan est le numéro 1 ou 2 des archanges. Et la raison pour laquelle il va en enfer et mène la rébellion, c'est parce qu'il ne peut pas être le numéro 1. Et son truc c'est « J'aime mieux régner en enfer que servir au paradis ». J'ai vu ça dans un film une fois appelé American Dharma. Je ne me souviens pas qui l'a dit. C'est bon. Et David Rockefeller et moi, nous entendions très bien. C'était un être humain incroyable. Et David a commencé à m'expliquer la politique mondiale. Alors David me disait, « Jeffrey, l'argent va devenir l'une des choses les plus importantes. Les gens ne comprennent pas l'argent. Vous semblez avoir ce don pour l'argent. » Alors il pensait qu'il existait un monde qui serait une combinaison de politique et d'affaires et de leadership. Qu'est-ce que je veux dire? Il a créé quelque chose appelé la commission trilatérale. La commission trilatérale, c'est du truc un peu flippant. Les gens disaient que c'était lié aux Illuminati, un mystère autour, des gens qui dirigeaient le monde. C'était des politiciens. Mais David disait que dans la plupart des pays, les politiciens sont élus pour 4 ans ou 8 ans. À part les familles royales en Angleterre ou au Moyen-Orient, quelqu'un est là 4 ans et puis il n'est plus là. Les personnes les plus importantes pour assurer la stabilité et la continuité seraient les hommes d'affaires. Alors il a créé cette commission trilatérale d'hommes d'affaires et de politiciens de 3 grands continents. Donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Alors il m'a dit, « Voudrais-tu en faire partie ?» J'avais 30 ans, 32 ans. J'ai dit, « Super !» Et il a dit, « Eh bien, il faut remplir ce formulaire pour qu'ils aient ta bio. » Et j'ai regardé la liste des gens. C'était Bill Clinton, ancien président des États-Unis, Paul Volcker, tous les grands leaders américains, asiatiques, japonais avec une très longue description de leur parcours. Et ils m'ont demandé ce que je voulais qu'on écrive. Et j'ai écrit Jeffrey Epstein, virgule, juste un bon gamin, ce que je trouvais drôle. Personne d'autre n'a trouvé ça drôle. Donc pour répondre à ta question, à cette époque j'ai réalisé dans le monde entier que l'argent et les devises n'étaient pas vraiment bien compris. Mais encore une fois, ce n'était que des chiffres. La plupart des leaders politiques ne viennent pas d'un milieu financier. La plupart viennent d'un milieu où ils étaient populaires. Donc dans certains pays, les pays africains par exemple, ils pouvaient avoir été des militaires, des généraux. Ou dans notre pays, ils auraient été acteurs. La connaissance de l'argent n'est pas... Ils n'ont pas d'expertise. Ils n'ont pas de diplôme en finance. Ce qu'ils ont vraiment, et c'est l'un des problèmes majeurs, leur expertise, s'ils ont une quelconque connaissance financière, c'est celle de leur propre compte chèque ou compte bancaire et de remplir leurs propres impôts. Donc beaucoup de leaders mondiaux qui n'ont pas vraiment de base financière commettent des erreurs fondamentales quand il s'agit d'argent au niveau d'un pays ou d'une institution. Laisse-moi te donner un exemple. Si je te disais, il y a une partie fondamentale de l'argent qui s'appelle le système bancaire fractionnaire. Et le système bancaire fractionnaire, c'est quelque chose que les financiers comprennent et les gens de la rue, et quand je dis les gens de la rue, c'est là où j'étais quand j'ai commencé à Wall Street, trouverait ça impossible à croire. Impossible. Pourquoi? Bannon Bank. Je te donne $1. Juste un seul dollar. Dans notre système bancaire, je dirais « Ok Steve, je t'ai donné $1. Combien peux-tu prêter à tes amis ?» Et ta réaction naturelle serait probablement moins $1 parce que je veux garder quelque chose dans ma poche.
La façon dont notre système fonctionne, c'est que si tu es une banque et que tu détiens mon dollar, tu peux prêter 8 ou 9 dollars supplémentaires. Non, c'est impossible. Je n'ai qu'un dollar, Jeffrey. On a quelque chose qui s'appelle les réserves fractionnaires, c'est que si tu as 1, tu peux prêter 9. C'est comme ça que fonctionne notre système. Et donc non seulement les leaders mondiaux ne comprennent pas le système bancaire, mais l'homme de la rue mon père, qui travaillait au département des parcs. Ça dépasserait son imagination. Que les gens puissent prêter plus d'argent qu'ils n'en ont réellement dans leur poche. Beaucoup de ces leaders mondiaux deviennent leaders parce qu'ils sont populaires et qu'ils ont pu obtenir des votes ou convaincre les gens de voter pour eux. Je l'ai appris plus tard. Beaucoup d'entre eux étaient juste bons dans ce qu'ils faisaient en termes de politique. Souviens-toi, les leaders mondiaux sont des politiciens, en général. Ce ne sont pas des scientifiques, pas des intellectuels, pas de grands penseurs. Ce sont de grands politiciens. À la première réunion de la commission trilatérale dont tu te souviens à Tokyo, au début des années 90, te souviens-tu quels étaient les grands sujets du moment dont ils parlaient et qu'en pensais-tu? En fait, ils parlaient de l'inflation et ils s'inquiétaient de ce qui allait se passer. Comment contrôler l'inflation? Et moi, en tant que mathématicien, je ne comprenais pas le concept. Je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. La montée en puissance, le krach de septembre 2008, je suppose que tu n'étais pas occupé par la finance à ce moment-là. Depuis combien de temps étais-tu en prison? Donc tout l'été. Avant d'aller en prison, tu étais encore très actif sur les marchés financiers. Quand tu dis actif, tu traites des devises tous les jours? Ou quelqu'un comme toi donne des conseils aux gens pour trader des actions ou des devises? Je ne trade pas tous les jours. Je pense que, comme Woody Allen l'a dit, on ne peut pas battre la banque. Donc j'essaie de choisir mes moments, tu sais. George Soros a choisi son moment quand la livre s'est effondrée. Ça aurait été une super opportunité de gagner de l'argent qui m'est passé sous le nez quand j'étais en prison, mais ce n'est pas comme ça que je pense. Mais ce qui s'est vraiment passé, le vrai ennemi du système financier, c'était Bill Clinton. Et si tu me demandes qui et quoi a causé la crise financière, je te dirais que c'était Bill Clinton. À cause de ce que Bob Rubin et lui ont fait pour déréguler le système financier? Non. Parce que la dernière fois qu'on a eu notre interview pour 60 minutes, tu m'as parlé de l'accession à la propriété. Et tu m'as demandé si tout le monde devrait posséder une maison, et je t'ai dit non, c'est trop risqué. Donc, l'effondrement financier de 2008 est à cause des Afro-Américains travailleurs, des Hispaniques et des Blancs qui voulaient avoir une part, une participation dans la société, et tout repose sur leurs épaules. Ce sont eux les coupables? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'ils étaient les coupables. J'ai dit, et j'ai été assez clair, c'était Bill Clinton. Pourquoi c'était Bill Clinton? Parce que Bill Clinton voulait obtenir les votes de ces gens et il leur a vendu l'idée qu'au lieu de louer une maison, et historiquement les valeurs des maisons ont augmenté, et il a dit « Vous les gars, dans ces communautés locales, qui n'avaient jamais pu vous permettre une maison avant, je vais vous montrer un moyen, je vais vous donner un moyen. Parce que je suis sûr que je vais obtenir votre vote, vous pouvez posséder une maison, parce que je veux votre vote. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser acheter une maison, monsieur Bannon. Alors que vraiment tu es juste à la limite, ou même pas à la limite. Ton crédit n'est pas bon. Soyons honnêtes. Et ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de Bill Clinton. Mais quoi qu'il arrive, à ce moment-là, ton score de crédit ou peu importe ce que c'est, ton crédit n'est pas bon. Normalement, tu viens me voir et tu veux emprunter de l'argent, je suis une banque. Et je te dis, désolé monsieur, je ne peux pas vous prêter d'argent parce que votre score de crédit n'est pas là où il devrait être. Espérons que si vous travaillez plus dur et réglez certains de vos problèmes, ça le sera. Mais non, ce que je vous dis, c'est que je vais trouver un moyen de vous prêter, pas de vous donner, je vais vous prêter de l'argent quand même si vous n'avez pas un bon score de crédit. Et ne vous inquiétez pas, on va se débarrasser du terme mauvais crédit. Mauvais crédit, ça sonne péjoratif.
Ça sonne jugeant. Oui, ça sonne jugeant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler votre situation de crédit subprime. Oh, personne ne sait ce que ça veut dire. Subprime. Ça veut dire que prime, c'est bon crédit. Subprime, c'est pas bon crédit. Moins que bon crédit. Donc on va l'appeler quelque chose que les gens ne suivront pas vraiment. Et on va vous dire quoi? On va avoir des gens qui vous prêtent de l'argent même si vous êtes un emprunteur subprime. Et je vais trouver des agences gouvernementales pour garantir votre prêt, même si je ne pense pas que vous êtes un bon risque. Donc les banques disent non, 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 on ne veut pas au début. Les banques ont dit, désolé, c'est trop risqué, Monsieur le Président, pour nous. On est dans le business de gérer le risque. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des gens qui travaillent dur assis dans notre banque. On ne peut pas prêter à des gens dont le crédit n'est pas prime. Vous nous demandez de prêter à des gens subprime. Et il dit, voici la clé. Si vous ne le faites pas, monsieur, je vais m'assurer que le département de la justice vous accuse de prêts discriminatoires parce que vous refusez de prêter à mes subprimeurs. En termes d'affaires, vous ne devriez jamais prêter à, mais ce qu'on va faire, je vais créer une agence appelée Fannie Mae, juste d'autres noms d'agence. Elles garantiront votre prêt. Donc ne vous inquiétez pas. Vous n'avez plus à le rembourser. Même si, et peut-être que vous n'avez même plus à travailler aussi dur, c'est probablement une déclaration dure, mais ces deux grosses firmes, Fannie Mae et Ginnie, garantiront le fait que la banque recevra son argent. Maintenant, la banque dit « Waouh, la meilleure affaire de l'histoire ». Je refuse de prêter à M. Bannon, mais maintenant il a le grand frère, son oncle Sam. Il est allé voir son oncle Sam, et l'oncle Sam dit « Je le garantis ». La banque dit « Je veux tout le monde. Donnez-m'en autant que vous pouvez. » Parce que l'oncle Sam est le meilleur crédit au monde. Pas seulement c'est le gouvernement des États-Unis. On prend tout. On prendra autant de subprime qu'on peut gérer parce que c'est le meilleur investissement du moment. C'est un investissement étrange parce que la politique s'est insérée dans les chiffres. La politique n'a pas sa place dans les marchés, mais maintenant on va avoir « je veux les votes ». On va faire des garanties que vous, qui ne pouvez pas normalement avoir une maison, pourrez en avoir une de la banque. La banque dit « c'est la meilleure affaire de l'histoire ». On va empaqueter 100, 300, 1000 d'entre vous subprimeurs et on va le revendre à quelqu'un d'autre. Et tout le système devient embourbé dans les subprimes. Il y a quelque chose de profondément tordu chez toi? Au moins quelque chose. Eh bien, on sait qu'il y a des choses profondément tordues chez toi qu'on va aborder dans ce documentaire. Mais tu ne peux pas sérieusement être assis là, sachant que tu viens de nulle part, sachant que tu es allé au sommet de ce qui est considéré, en dehors de la science, comme la chose que les gens admirent le plus parce que c'est comme de l'alchimie que de comprendre la haute finance, pour te retrouver là, en ce qui sera la crise financière la plus définissante de notre époque, comme le Black Friday ou le Black Monday, ou peu importe ce que c'était et la Grande Dépression, et être là exactement à ce moment, déclenché en partie par une entreprise dont tu étais partenaire et que tu connaissais intimement et qui a créé une grande partie de ta fortune nette initiale, et savoir que tu ne pouvais pas, toi qui vis sur un téléphone, hein, parce que tu vis sur un téléphone, non? Correct. Tu as dû faire juste 2 appels en PCV. Tu ne peux pas me dire que pendant cette journée, tu n'as pas eu cette conversation avec toi-même. Comment, diable, j'ai fait ça à moi-même? Pour me retrouver à West Palm Beach, dans une cellule 6 x 9 mètres, avec un lit en métal et un t-shirt marron qui disait « Trusty mal orthographié ». Est-ce que j'ai trouvé ça incroyable que j'étais là? C'est ta question? Je n'étais pas drôle. C'était incroyable. Incroyable en quel sens?
Non, c'est aussi incroyable que moi assis ici dans cette maison. Ce sont juste les deux faces d'une même pièce. C'est comme ça que je pense. Que ma vie aujourd'hui est incroyable. Il y a une histoire. Quand je suis allé voir la première personne, j'avais pas d'argent. Et je lui ai dit, combien tu gagnes par an? Et il a dit 400 000 $. J'ai dit, impossible. Moi, je gagne 10 000 $. C'est probablement plus que ce que ta famille avait gagné dans toute ton existence. Et il gagne ça en un an. Je lui ai dit, tu fais quoi? Et il a dit, c'est trop compliqué pour que tu comprennes. Ce qui est la ligne principale des gens de Wall Street, ils veulent te dire que c'est trop compliqué. Parce que si tu comprenais que cette personne était simplement, il avait un beau-frère, en fait, dans ce cas, qui gérait le fonds de pension de General Motors. Son beau-frère l'appelait et disait « Achète 1000 IBM ». Il raccrochait, il écrivait sur un ticket et marchait jusqu'à une fenêtre. C'était toute sa compétence. Bonjour, écrire ce que dit mon beau-frère, marcher jusqu'à la fenêtre des tickets. Ton argent, c'est de l'argent sale? Non, il ne l'est pas. Pourquoi ce n'est pas de l'argent sale? Parce que je l'ai gagné. Mais tu l'as gagné en conseillant les pires personnes au monde, qui font des choses énormément mauvaises, juste pour gagner plus d'argent. Donc, au lieu de me poser la question, est-ce que tu devrais prendre l'argent parce que je pense que c'est une question légitime? Parce que je pense à... L'éthique, c'est toujours un sujet compliqué. Mais je peux te dire qu'avec l'argent que j'ai donné pour essayer d'éradiquer la polio au Pakistan et en Inde, au lieu de me demander si cet argent aurait dû être donné à ces enfants pour les vaccins, je pense que tu pourrais vouloir demander à leurs mères, qui ont reçu le vaccin, qui savent que leur enfant n'aura pas la polio maintenant, et leur demander si Epstein aurait dû aider ces gens avec son argent. Tu es mathématicien. Si on entrait dans cette clinique où il distribue cet argent à ces gens qui sont dans les situations de pauvreté et de maladie les plus désespérées, et qu'on leur disait que l'argent venait de quelqu'un comme toi, qu'est-ce que tu es? Prédateur sexuel de classe 3? Tiers 1? Ton tiers 1, c'est le plus haut et le pire? Non, j'ai dit que j'étais le plus bas. Tu es au plus bas des prédateurs. Ok. Est-ce qu'ils savaient d'où venait l'argent? Je dirais que tout le monde dirait « Je veux l'argent pour mes enfants ».